Alors, j'ai eu l'occasion de donner un petit mot d'ouverture hier. Je me représente, donc mon nom est Ali Laroussi et je suis en charge de la division Data Center Group au sein de Lenovo. Alors, je vous le dis clairement, on n'est pas des spécialistes de la data, on n'est pas des spécialistes de la sécurité, on est avant tout constructeurs informatiques qui proposent des solutions qui intègrent pas mal de composantes, hardware, software, pour assurer cette transformation digitale. Alors, l'intitulé, c'est vraiment une transformation intelligente. Le fait est que la transformation est en cours, elle se fait au niveau des entreprises et ça devient une nécessité, mais bon, ce n'est pas un secret pour vous puisque durant toutes les présentations, on en parle et vous le vivez dans votre data center. Je dirais la transformation s'impose parce qu'on est dans des marchés concurrentiels. On est dans un environnement où l'entreprise a besoin d'agilité et de flexibilité au niveau de ses process, au niveau de son data center, au niveau des différentes briques de son IT pour pouvoir répondre rapidement aux exigences des clients. Cette réalité, on l'a, je dirais, résumée en 4 points essentiels. Le premier, c'est bien sûr la transformation digitale. Je ne vous rajouterai pas grand-chose. C'est vraiment tirer, et comme le disait Fabrice tout à l'heure, tirer bénéfice de la data en ayant une certaine flexibilité au niveau de notre IT. Mais il y a un deuxième point qui est extrêmement important, qui est le volet sécurité, à savoir que lors du déploiement de notre stratégie, la question de la sécurité s'impose parce que la data, c'est vraiment, je dirais, le trésor de la société. Et ça doit être sécurisé. Donc la sécurité et la politique de sécurité s'imposent à toutes les sociétés pour pouvoir vraiment développer leur activité, leur business, sans pour autant avoir des risques. On a parlé également tout à l'heure de data et d'analytics, et c'est un point également clé, parce que les données, on les a peut-être, mais on a besoin de traiter ces informations. On a besoin de sortir les différentes tendances de nos marchés. Vous avez des clients, on a des datas sur ces clients, on a besoin de comprendre leur comportement d'achat par exemple. Et pour pouvoir adapter nos différentes stratégies, que ce soit au niveau marketing, commercial, développement territorial, par rapport à ces analyses de ces données. Donc c'est une thématique importante. Et puis le dernier point, au niveau je dirais, de ces principales 4 problématiques, c'est le time to market. À savoir qu'on est dans un monde concurrentiel où il est impératif pour les entreprises d'avoir la flexibilité de lancer un produit rapidement, de s'adapter rapidement. Donc on est obligé d'avoir cette réflexion, quelle architecture pour notre data center pour pouvoir avoir la flexibilité d'avancer rapidement. De ce fait, on a, je dirais, travaillé sur une sorte de workload pour présenter une sorte je dirais, de programme sur la transformation intelligente, qui est une transformation, je dirais, de business, de process, etc., intelligente dans la mesure où on est dans un environnement de plus en plus connecté, avec l'IoT et d'autres thématiques. La data, disait tout à l'heure Fabrice, c'est dans notre iPad, c'est dans notre smartphone, c'est dans notre tablette, c'est dans tous les objets connectés qui collectent des données pour des environnements météorologiques, par exemple, dans des domaines de l'agriculture. Donc, c'est important de pouvoir capturer ces données et pouvoir assurer, je dirais, cette transformation. Alors, premier point, c'est, je dirais, le cloud. Le cloud, il y a quelques années encore, c'était des thématiques très subjectives. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis sûr que bon nombre de personnes parmi vous ont déjà du cloud. Le premier cloud qu'on a déjà utilisé, c'est au niveau de notre smartphone et avec cette capacité de stockage qu'on a pour sauvegarder nos photos, etc. Mais le cloud aujourd'hui devient, je dirais, une priorité parce que c'est un modèle de développement, de déploiement IT qui est le plus agile possible. L'IT s'est développé d'une manière considérable. On a démarré par des architectures 4 tiers où on avait plusieurs silos au niveau de notre data center, entre le serveur, le stockage, le switching, etc. On passe vers l'hyperconvergence avec toutes les thématiques de software defined, mais pour arriver au cloud, que ce soit cloud au niveau du data center,
cloud hybride et bien sûr le cloud public. Business Analytics, c'est également important parce qu'on a besoin de traiter ces données pour en tirer les décisions au niveau de notre entreprise. Artificial Intelligence, Lenovo également travaille au niveau de ce domaine, de plusieurs manières, mais principalement fournir les calculateurs, les machines qui permettent de traiter de la donnée en ajoutant la composante software pour de la prise de décision. On l'utilise dans des environnements météorologiques par exemple. On a pas mal de calculateurs installés chez un bon nombre de nos clients qui permettent de traiter la donnée sur la météo et de donner toutes les prévisions que vous connaissez tous bien sûr. On l'utilise également dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la santé, avec des centres de recherche scientifique un peu basés partout dans le monde, où on délivre des solutions HPC pour ces centres de recherche qui vont travailler sur des thématiques comme la détection du cancer de la prostate par exemple, ou traiter les questions sur le changement climatique. Donc l'artificial intelligence s'impose également à nous. Et puis le troisième volet, c'est vraiment la partie, le quatrième, pardon, c'est la partie solution pure et dure, où là, on propose un catalogue large qui répond à tout type de besoins par rapport à des déploiements applicatifs métiers spécifiques, des déploiements BI, des déploiements HPC et autres. Pour information, l'année dernière, on a créé une business unit chez Lenovo qui est dédiée pour cette sorte de transformation intelligente parce que on fait tourner la solution autour de trois thématiques principales. D'abord, Smart IoT, Internet of Things, les objets connectés. Nous, Lenovo, déjà, nous sommes fabricants d'objets connectés. On produit des smartphones, on produit des tablettes, des PC, beaucoup d'intelligence au niveau de ces smart devices. Et on va continuer à développer autour de ces technologies-là, pas pour faire de la technologie, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les objets connectés, on trouve partout. On a le multi-cuiseur connecté à la maison, on a la domotique, etc. L'objectif, c'est de développer ces solutions-là, mais avec une valeur ajoutée pour les clients. Une valeur ajoutée qui leur permet de mieux communiquer, de mieux transférer les données, de mieux travailler ensemble. C'est dans cette optique que le premier volet de notre stratégie Smart, c'est le Smart IoT. Deuxième point, c'est Smart Infrastructure, c'est la partie data center. Ces données qu'on collecte, elles ont besoin d'être stockées, elles ont besoin d'être traitées. Et c'est toute l'offre hardware que nous proposons et que pas mal de vous connaissent. Les serveurs 2U, 4U, les solutions Blade, etc. Les solutions de stockage, les solutions hyper convergées. Un catalogue large qui permet, je dirais, qu'on va coupler avec toute la partie software defined pour donner l'agilité à l'entreprise de pouvoir traiter ces données-là. Et puis, par conséquent, on réfléchit également sur la partie, ce qu'on appelle les use cases de ces technologies-là et qui peuvent être déployés en fonction d'un certain nombre de secteurs d'activité, notamment Smart City. En général, c'est des caméras connectées, c'est d'autres peut-être éléments connectés, plus un data center, un traitement de données et pouvoir prendre des décisions pour fluidifier la circulation dans la ville. C'est également des solutions pour tout ce qui est gestion de parking dans les villes où on a des problèmes de stationnement. Les objets connectés, le data center, un traitement de données et donner à l'utilisateur final, je dirais, le choix de pouvoir stationner là où il veut, quand il veut, avec une information sur les différentes places. Je parlais de Smart City, mais il y a d'autres concepts au niveau de ces verticales, notamment dans les domaines de distribution. Tout à l'heure, on parlait de la distribution. On a des solutions, par exemple, qui regroupent des caméras, un petit serveur Edge qui est dans, par exemple, un dépôt X ou Y, et puis toute avec bien sûr bundlé avec de l'offre software qui va permettre d'optimiser toute la partie gestion de stock, avec bien sûr reconnaissance au niveau de la caméra qui va scanner les palettes, je dirais classifier tout ce qu'on stocke au niveau de notre stock, et puis derrière pouvoir simplifier la tâche à l'IT.
Alors, pour parler un peu plus de Lenovo, je le disais hier en introduction, Lenovo est né en 1984, donc il y a un peu plus de 30 ans. Et sur l'image là, pardon, c'est notre premier local. C'est là où ça s'est passé, où la société est née. Alors le nom à l'époque, la société s'appelait Legend. Et c'était une dizaine je dirais, d'ingénieurs qui se sont réunis pour créer un constructeur chinois qui développe principalement des solutions end-user, des PC, pour le marché chinois. Et puis la société s'est développée et on a connu énormément de transformations au niveau de notre, je dirais, cycle de vie. Puisque en 2005, Legend, pour un besoin d'internationalisation de leur activité, ont acquis la division PC d'IBM. Donc ça a permis à la société d'avoir une représentation mondiale d'un côté, et puis deuxièmement de s'associer à un grand constructeur, on pourrait même dire IBM l'inventeur du PC, pour se développer à l'international. La société, elle a continué à développer sur ces technologies, je dirais, end-user, et je pense que bon nombre parmi vous disposent de ThinkPad, par exemple, qui est notre produit phare au niveau de ces offres-là, et qu'on continue à développer en intégrant un peu plus de technologie, peut-être plus de vitesse de traitement parce qu'on en a besoin, plus d'options par-ci par-là. Et puis, pour les rendre encore plus smart, aujourd'hui, on va embarquer au niveau de certains de ces modèles, par exemple, de l'assistant personnel Amazon Alexa. D'accord ? C'est vraiment cette approche qui démontre un peu la vision globale du monde connecté, mais à travers des offres comme les PC. L'entreprise, elle s'est développée en signant un certain nombre de joint ventures avec NEC, par exemple, en 2011, avec Fujitsu également, NetApp récemment. Mais les deux principaux changements qu'a opéré la société, c'était en 2014, pour entrer dans le data center en acquérant la division IBM x86. Donc en 2014, Lenovo a acquis toute la division serveur IBM x86. Ça inclut les technologies, ça inclut les brevets, ça inclut les centres de recherche et développement, et ça inclut les personnes. Moi-même, j'étais chez IBM il y a encore quelques temps, et depuis, je suis chez Lenovo. L'autre acquisition majeure qu'a fait Lenovo, c'est l'acquisition de Motorola. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de nous positionner également dans toute la partie smartphone. Mais cette évolution qui continue chaque année, elle a pour objectif de vraiment proposer à nos clients un catalogue complet du end-user device, smartphone, tablette, PC, jusqu'au data center, au cloud, aux environnements hyper convergés, aux solutions de stockage. Et bien sûr, travailler sur ces solutions, pas pour de la revente pure et simple de hardware, on ne vend plus du dual processor, etc. On vend de la solution et des solutions qui répondent à des spécificités métiers. Cette évolution, et il faut savoir qu'à l'acquisition de la gamme PC, par exemple en 2005, Lenovo était positionné numéro 3 mondialement au niveau de l'offre PC. Depuis, l'équipe a très bien travaillé. On a développé des solutions additionnelles. On a développé toute la partie consumer PC qu'on ne faisait pas avant chez IBM, avec des machines peut-être un peu moins professionnelles, et on joue un peu plus sur le design, etc. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être numéro 1 en vente de PC avec 25%, un peu moins de 25% de part de marché. C'est l'ambition de Lenovo, d'être le meilleur au niveau de chaque domaine d'activité. Sur le smartphone, après l'acquisition de la gamme Motorola, on n'y est pas encore. Je crois que même au niveau de notre région Afrique du Nord et de l'Ouest, on ne commercialise pas la partie smartphone. Par contre, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de se développer d'une manière, je dirais, graduelle, en adressant des marchés spécifiques, à commencer par le marché chinois et le marché américain, parce qu'en termes de taille, c'est des marchés importants pour nous, mais également, là, vous voyez qu'on est, par exemple, numéro 2 au niveau du marché latino-américain.
Donc Brésil, Mexique et toute la région Amérique du Sud, on est positionné numéro 2. Notre ambition, bien sûr, c'est de continuer à travailler dans ce secteur pour d'abord asseoir davantage nos positions dans ces marchés-là et puis de généraliser nos offres au niveau du reste du monde. Et un point extrêmement important, c'est nos solutions High Performance Computing, HPC. Nous sommes numéro 1 au niveau de la liste des top 500 supercalculateurs dans le monde. Nous avons à peu près 137 installations de calculateurs sur les 500 qui existent. Ça dénote un peu cet aspect de technologie, cet aspect de développer des solutions, bien sûr avec toutes les performances nécessaires, avec les partenariats, avec nos fournisseurs comme Intel et autres, mais également en développement des softwares derrière pour nous positionner dans ces éléments. Au niveau de nos opérations, alors notre siège social se situe à Hong Kong, mais nous avons 2 centres d'opération principaux. Le premier est à Pékin et le deuxième est à Morrisville aux États-Unis. C'est les 2 cœurs qui font tourner la machine des nouveaux dans le monde. Notre équipe, bien que notre origine est chinoise, mais on a une équipe internationale qui comprend un nombre important de collaborateurs et on prend de la diversité. Notre CEO est chinois, il s'appelle Yang Qiyang. Dans le board de management, on trouve des Américains, des Anglais et même des Africains d'ailleurs. Donc c'est important de souligner ça pour démontrer du côté, je dirais, international et le côté, je dirais, global de l'entreprise. En termes de centres de production, on produit partout dans le monde. On est même l'un des rares constructeurs IT qui avons des unités de production partout. Majoritairement en Chine, mais on a des unités de production au Brésil, par exemple, principalement pour les solutions stockage, en Hongrie également. Aux États-Unis, on a des unités de montage et de fabrication aux États-Unis pour couvrir le marché américain. Pour couvrir 180 marchés et pour gérer à peu près 2000 fournisseurs. Plus de 100 millions de devices shippés, ça inclut tout, smartphone, laptop, desktop, écran, serveur, etc. Un élément extrêmement important, c'est qu'on propose d'accompagner nos clients pour assurer leur transformation digitale, mais nous-mêmes, nous opérons en interne notre transformation digitale. Et c'est extrêmement important. Hier, j'ai rencontré un client qui me disait qu'il était surpris de notre délai de shipment. Il a commandé un châssis Blade avec quelques lames et il était surpris du temps record auquel il a reçu son matériel. Et la raison, c'est ça. Most innovative supply chain. On déploie toutes ces technologies de predictive analysis, d'artificial intelligence, d'autonomous things. C'est des technologies qu'on applique nous-mêmes pour notre business, pour permettre de servir nos clients dans les meilleures conditions. Pas uniquement en termes de temps de livraison ou autre, mais en termes d'efficacité, qu'il n'y ait pas d'erreur sur les commandes, on a des solutions qu'on doit intégrer avec d'autres parties tierces qui doivent se faire au niveau de nos usines. Donc gérer tous ces fournisseurs, gérer toute la chaîne de montage, pardon, fabrication, c'est indispensable pour nous de nous doter nous-mêmes de ces outils et de ces technologies pour mieux servir nos clients. Alors, Data Center Group, notre mot-clé c'est Intelligent Transformation, on l'a dit plusieurs fois. Notre catalogue se tourne autour de deux, je dirais, grandes catégories qu'on a baptisées en 2017, Think System et Think Agile. Think System, c'est d'abord les composantes infra, serveur, stockage, switch, mémoire, toutes les composantes, mais qu'on va orienter en tant que solution. Et des solutions avec des références architecture.
ou bien des appliances carrément. Un savoir-faire qu'on va embarquer soit dans la solution même, soit comme mode de déploiement. Monsieur du firmware, par exemple, c'est un package qui comprend firmware, hardware et software. Ça permet vraiment d'aller de l'avant, d'avoir des solutions très adaptables et qui évoluent sans un risque d'erreur ou autre. Je le disais hier, l'innovation, elle est au centre de notre activité. Et c'est un héritage d'IBM depuis l'ère PC et puis de la gamme x86. Et on continue à le faire. IBM était les premiers à lancer le premier PC serveur en 92. Les premiers à atteindre 1 million de TPMC sur la gamme x86 avec les premiers modèles quadriprocesseurs. Nous continuons sur cette même lancée avec de la technologie et avec du développement qui nous permet de livrer à nos clients des systèmes fiables, des systèmes performants et des systèmes évolutifs. Facile à manager, facile à opérer en cas de panne. Là, par exemple, on a le design modulaire sur les modèles quadriprocesseurs. C'est des traits qui permettent d'accéder rapidement aux composantes. Une panne sur une mémoire, on n'a pas besoin d'ouvrir toute la machine, de la sortir du rack pour opérer. On sort le tiroir, on enlève la barrette défaillante et on la remplace. C'est important parce que le temps du downtime ici, il coûte de l'argent. Pour une banque ou une assurance ou un telco, on peut pas, et même le reste de l'entreprise, on ne peut plus aujourd'hui se permettre d'avoir des temps d'arrêt importants. Et comme l'hardware est la base, on commence bien sûr par s'assurer qu'on propose un matériel fiable. Nos offres hardware s'accompagnent d'offres services importants. D'abord, la partie solution elle-même, l'architecture, pour s'assurer qu'on fait le bon sizing pour le bon applicatif et autres. Avec une expertise dans plusieurs domaines, base de données, applicatifs métiers, HPC ou autres. Après, on a toute une équipe qui travaille sur la partie implémentation. C'est des ingénieurs qui, pour des environnements complexes, assurent le déploiement de la solution chez vous. La partie support également est importante. Plus particulièrement en Tunisie, on assure le support à travers IBM. Donc pour les clients qui connaissent IBM et qui nous connaissent, ils savent un peu comment ça se passe. IBM, avec un contrat mondial qui a été signé après l'acquisition de la gamme x86, assure le support de nos solutions x86. Et TrueScale, Pay As You Go, des solutions adaptées à toute la gamme Hyperscale. Très brièvement, un slide important au niveau de la robustesse du matériel. On connaissait la robustesse du matériel chez IBM. Et depuis 2015, on fait la même chose chez Lenovo. Jusqu'en 2018, on participe à une étude qui est faite par un organisme qui s'appelle Ethic et qui nous classe numéro 1 au niveau de la fiabilité du matériel. Ils font tourner des workloads sur plusieurs serveurs et on va calculer le temps d'arrêt non planifié, le temps d'erreur. Pardon ? Mes derniers slides sont là. Pour revenir sur la gamme HPC, je disais tout à l'heure, sur le top 500, et vous pouvez le vérifier au niveau du site top500.org, pour les plus grands supercalculateurs dans le monde, on est classé numéro 1 avec 35% d'installation sur du matériel Lenovo. 173 systèmes. Ça veut dire 173 clients qui nous ont fait confiance. Et quand on parle calculateur, c'est de la densité, c'est 6000 nœuds de calcul. On a un calculateur en Allemagne, à Leipzig, qui travaille sur un certain nombre, je dirais, de recherches scientifiques dans divers domaines, la santé et l'agriculture. 6500 nœuds de calcul en simultané. Et qui plus est, avec de la technologie de refroidissement à eau. Au niveau des lames, chaque lame dual processeur, il y a des tuyaux d'eau qui permettent de refroidir l'environnement. L'avantage, il est très simple, on gagne en performance. Parce qu'un processeur qui refroidit mieux délivre plus de performance, on peut en tirer plus.
comme on peut le tourner dans l'autre sens et se dire, on n'a pas besoin de plus de performance, on a plus besoin de réduire notre facture énergétique. Mais ces solutions-là existent et ces clients nous font confiance. J'ai quelques exemples. Harvard University, Cineca, le centre en Allemagne et tant d'autres. 173 calculateurs. On le fait bien sûr avec nos partenaires, très brièvement, que ce soit sur la partie hardware mais également software. Ce sont une idée sur les clients qui ont travaillé avec nous sur ces environnements-là. 17 des 25 plus grandes universités de recherche dans le monde tournent sur des Lenovo. Et pour finir, on ne fait pas du data center pour du data center, on est également sur ces environnements HPC, on livre des solutions qui vont permettre de faire de notre monde un monde meilleur, parce qu'on intervient dans des environnements comme l'environnement médical, l'environnement agriculture, météorologique. Barcelona Supercomputing Center, c'est notre dernière référence en calculateur, installé il y a 1 an à peu près. C'est tout ce qui est aide à tout ce qui est prévention des maladies rétiniennes. Donc c'est de la technologie pour l'humanité. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Et vous restez avec nous si vous permettez. On va voir justement, y a-t-il des questions inhérentes et relatives à ce qui a été dit, étayé, présenté. Allez-y, monsieur. Peut-on fournir le micro à monsieur ici? Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la présentation. On m'appelle Aziz Sobabe, je suis DSI du ministère de l'Agriculture au Bénin. Bon, peut-être que je ne sais pas si vous êtes à 100% bien placé. Ma première préoccupation, c'est de savoir, on a connu les cas de Thomas Cook, Kodak et autres qui ont raté le train de la transformation digitale et ils sont morts. Moi, je suis dans le secteur public. Quels sont chez nous, on ne va pas dire qu'un ministère est mort parce qu'il a raté la transformation digitale. Quels sont les grands risques que nous courons dans le secteur public? Je vais m'en arrêter là d'abord. Quels sont les grands? Les grands risques, c'est-à-dire dans le secteur public, dans un ministère comme celui de l'agriculture, par exemple, si on ne fait pas la smart transformation digitale. Voilà, on a vu un peu le destin des entreprises privées qui ont périclité. Voilà. Mais un État ou des entreprises publiques ne peuvent pas concrètement péricliter. Oui. Mais quel est le risque si on n'arrive pas à opérer justement cette transformation digitale? Le risque, c'est la qualité du service public lui-même. Okay. C'est la qualité du service. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de Smart Cities. Une ville connectée, ça nous permet de régler un certain nombre de problèmes de circulation et d'autres. Une entreprise intelligente, ça lui permet de mieux déployer ses solutions et mieux s'adapter aux technologies qui s'imposent. Dans un contexte public, le risque, c'est une maldistribution de certaines ressources. C'est important, par exemple, de signaler que dans des environnements comme la santé, par exemple, la transformation digitale permet d'améliorer le service de la santé dans le pays, en termes de disponibilité de médecins, en termes de disponibilité de médicaments dans les régions. Des fois, et on a vu plusieurs exemples, un médicament qui peut sauver une vie est disponible dans telle ville, et puis à 500 km, il n'y en a pas de disponible, alors qu'il y a peut-être des patients qui en ont besoin. Donc la transformation digitale permet vraiment d'améliorer le service rendu aux citoyens, quelle que soit l'entité, qu'on soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé et autres. Ça permet vraiment d'aider à ce niveau-là. Et aujourd'hui, même si c'est au niveau d'un État, on reste quand même dans une concurrence assez accrue sur le plan universel, planétaire. Donc finalement, c'est le pays qui va en pâtir sur différents classements, différents impacts, que ce soit un classement de doing business ou autre. Bref, d'autres questions? Allez-y, monsieur.
Bonjour. Bonjour. Je vous remercie aussi pour la présentation. Je suis M. Georges Padouanga de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon. Je suis ici à la Caisse des dépôts et consignations du Gabon. Ma question, c'est celle-ci. Les innovations sont palpables et l'Afrique demeure dans une stagnation technologique qui reste tout de même subordonnée à tout ce qui est investissement, c'est-à-dire les investissements sur la technologie. Alors, le problème, c'est le nouveau, c'est un géant. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on parle d'innovation, on parle de transformation, on voit plus l'Occident et l'Europe. L'Afrique vient avec beaucoup de lenteur à cause surtout des investissements. Alors, quelle politique le Nouveau a-t-elle mise en place pour permettre en fait aux entreprises comme les nôtres qui n'ont peut-être pas assez de moyens de pouvoir en fait adhérer à la transformation digitale? Très bien. Merci. Notre vision, elle est relativement simple. D'abord, alors je m'occupe de la région Afrique du Nord et de l'Ouest. Je peux vous dire qu'on a bien avancé dans toute la région. On est sur des projets de cloud privé chez certains clients et pas mal d'autres projets qui démontrent qu'on n'est pas à la traîne. Maintenant, en termes je dirais de moyens, l'approche, c'est de se dire, si on n'est pas en mesure aujourd'hui de faire la transformation, mais faisons-le en étapes. D'abord par des fondations solides, à démarrer par le côté purement infrastructure. Arrêtons d'aller sur des solutions traditionnelles, 3 tiers, complexes à gérer et qui ne donnent pas l'agilité qu'il faut à l'entreprise, et passons sur des solutions qui sont plus software-defined, avec l'hyperconvergence, avec le software-defined storage. Ça, c'est la base. Ça équivaut au même environnement traditionnel, mais ça donne un certain nombre d'avantages à l'entreprise, à savoir qu'on va déployer mon environnement rapidement, je peux déployer mes applicatifs rapidement, et c'est cette agilité-là qui va permettre par la suite d'accompagner l'entreprise dans sa digitalisation. Parce qu'un data center agile, ça veut dire que demain j'ai une nouvelle solution à déployer avec des objets connectés, avec des besoins spécifiques de traitement de données, je peux me permettre de le faire parce que mon data center me donne cette agilité-là. Je n'ai pas besoin de 36 millions de ressources pour déployer des solutions, des VM, etc. En quelques clics aujourd'hui, on a un environnement X ou Y à la disposition des utilisateurs internes. C'est très bien. Et juste un point, monsieur, je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur le constat, l'état des lieux et le diagnostic inhérent à l'Afrique. L'Afrique avance énormément sur certains aspects, certes. Le décaching au Ghana, au Kenya a fait des pas énormes. C'est vrai qu'il y a un manquement aujourd'hui en termes d'implémentation de géants mondiaux. Et ça, c'est peut-être une bonne approche avec le nouveau ou autre. Mais sinon, il y a de belles choses. Et ce qui est intéressant avec la technologie, c'est que ce n'est pas une chronologie logique. C'est qu'on peut véritablement traverser certaines étapes et transgresser certaines lignes. En ce sens qu'on n'est pas... L'Afrique aujourd'hui ne correspond pas, par exemple, aux États-Unis de 1980. Non, on arrive à court-circuiter ces étapes-là et à monter dans le bon wagon. Aujourd'hui, celui de la transformation digitale, c'est tout le mal qu'on souhaite au continent. Merci beaucoup.